Tu penses que cette guerre au Moyen-Orient, c'est un truc loin de toi? Que ça ne te concerne pas directement? Laisse-moi te montrer pourquoi, dans exactement 48 heures, les décisions prises aujourd'hui pourraient vider ton portefeuille, sans que tu comprennes pourquoi. Parce que ce qui s'est passé cet après-midi à Washington, ce n'est pas un débat politique de plus. C'est un signal d'alarme financier d'une ampleur que les marchés sont en train de digérer en ce moment même. Voilà ce que personne ne te dit clairement. Quand les hommes qui ont passé 25 ans à décider si les États-Unis allaient faire la guerre ou pas, commencent à douter publiquement du pilote aux commandes, l'argent, lui, n'attend pas. Il part. Immédiatement. Alors accroche-toi, parce que on va décortiquer ensemble ce mécanisme qui transforme une crise politique en séisme financier mondial, et surtout on va parler de ce que ça signifie concrètement pour toi, pour ton épargne, et pour les mois qui viennent. Imagine un avion en plein vol. Dans le cockpit, le copilote réalise que le pilote prend des décisions de plus en plus erratiques. Il ne suit plus les procédures. Il ignore les alertes. Et là, le copilote fait quelque chose d'inédit. Il appelle la radio publique et dit à voix haute devant tout le monde « Je ne suis plus sûr que cet avion soit entre de bonnes mains ». C'est exactement ce qui vient de se passer aux États-Unis. Sauf que l'avion, c'est la première puissance militaire et économique mondiale. Et les passagers, c'est l'économie globale. John Brennan, ancien directeur de la CIA, a cosigné un texte formel avec d'anciens hauts responsables du renseignement, des ex-chefs militaires et des anciens sous-secrétaires d'État. Ensemble, ils ont évoqué publiquement le 25e amendement de la Constitution américaine, c'est-à-dire le mécanisme constitutionnel permettant de déclarer un président inapte à exercer ses fonctions. Ce n'est pas une tribune d'opinion, ce n'est pas un tweet, c'est une déclaration institutionnelle signée par des gens dont le métier a été, pendant des décennies, de décider de la vie ou de la mort de milliers de soldats et de la stabilité de régions entières. Et la question que tu dois te poser maintenant, c'est pourquoi ça te concerne financièrement? Pourquoi est-ce que des marchés à Tokyo, à Francfort, à Londres réagissent à ça dès ce soir? Revenons 50 jours en arrière. Fin février, les États-Unis et Israël lancent une opération militaire massive contre l'Iran. Plus de 900 frappes en 12 heures. L'objectif annoncé? Neutraliser le programme nucléaire iranien. Mais quelque chose déraille très vite. En quelques semaines, la rhétorique change de nature. On ne parle plus seulement de cibles militaires, on parle d'infrastructures civiles, de ponts, de centrales électriques. Et puis vient ce moment du 7 avril, une déclaration publique menaçant qu'une civilisation entière mourrait cette nuit-là pour ne jamais être reconstruite. Pense à ce que ça signifie sur les marchés. Chaque mot prononcé par le dirigeant de la première économie mondiale est analysé par des algorithmes en millisecondes. Chaque menace est traduite en probabilité de risque, et chaque pic de risque se traduit directement en mouvement de capitaux. Le pétrole a franchi les $100 le baril depuis la déclaration du blocus naval. Le détroit d'Ormuz, qui est en gros le robinet par lequel passe environ 20% de tout le pétrole mondial, est aujourd'hui miné, contesté et fermé au commerce. 230 tankers attendent, immobiles. Tu réalises ce que ça veut dire? Ce n'est pas une métaphore. C'est littéralement du pétrole qui ne circule plus. Et quand le pétrole ne circule plus, tout ce qui dépend de lui, c'est-à-dire tout, se met à coûter plus cher. Le carburant, le transport, la nourriture, le plastique, l'électricité. Est-ce que tu as senti cette pression sur tes dépenses ces derniers mois? Parce qu'elle ne vient pas de nulle part. Maintenant, voilà où ça devient vraiment intéressant. Ce que Brennan et ses co-signataires ont mis dans ce texte, ce n'est pas une attaque politique ordinaire. Ils utilisent un vocabulaire très précis, le vocabulaire des professionnels du renseignement. Ils parlent de prise de décision non structurée. Dans leur monde, ce mot-là est lourd de sens. Il ne veut pas dire mauvaise décision. Il veut dire décision prise en dehors du processus, sans l'analyse des conséquences, sans le passage par les filtres institutionnels qui existent justement pour éviter les catastrophes. Le Conseil de sécurité nationale américain, c'est l'organe qui est censé peser chaque option militaire avant qu'un président l'autorise. C'est là que les généraux disent combien de soldats vont mourir. C'est là que les diplomates expliquent ce que ça va coûter en alliance. C'est là que les économistes calculent l'impact sur les marchés. Ces hommes qui ont signé ce texte disent que ce processus ne fonctionne plus, qu'il a été contourné. Et qu'en 50 jours de guerre contre l'Iran, les décisions visibles publiquement n'auraient jamais passé le moindre filtre dans n'importe quelle administration précédente, républicaine ou démocrate. Pour les marchés financiers, c'est catastrophique. Parce que les marchés ne fonctionnent pas sur la réalité, ils fonctionnent sur la prévisibilité. Un marché peut survivre à une mauvaise nouvelle. Ce qu'il ne supporte pas, c'est l'incertitude radicale. Le sentiment de ne pas savoir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Et là, on est exactement dans ce scénario. Londres surveille, Paris surveille, Berlin surveille.
Et ce n'est pas pour rien. Le Royaume-Uni a mis à disposition ses bases militaires pour des opérations dans ce conflit. Mais maintenant que des anciens responsables américains remettent publiquement en question le cadre décisionnel de cette guerre, les Britanniques se posent une question très concrète. Est-ce qu'on peut encore valider notre participation à des opérations dont on ne maîtrise plus la trajectoire ? La France, historiquement indépendante sur les questions du Moyen-Orient, utilise ce moment pour justifier encore plus d'autonomie stratégique. Ce qui veut dire moins d'alignement automatique avec Washington, ce qui veut dire des fissures dans les alliances occidentales. Et des fissures dans les alliances, ça se répercute directement sur les accords commerciaux, les flux d'investissement et la valeur des devises. L'Allemagne, elle, est prise en étau. Elle a besoin de l'énergie, elle a besoin des États-Unis pour sa sécurité, et elle a une population qui regarde cette guerre avec une profonde inquiétude. Berlin peut maintenant pointer vers la déclaration de Brennan pour justifier une prise de distance publique, sans rompre formellement avec Washington. Et le Canada ? Mark Carney vient de remporter une majorité gouvernementale le 13 avril. Il a jusqu'ici évité de nommer directement les États-Unis dans ses critiques sur la conduite de cette guerre, mais maintenant que des anciens chefs du renseignement américain font le travail à sa place. Il a une couverture politique pour aller plus loin. Et si Carney parle, les marchés d'énergie canadiens bougent, parce que le Canada, c'est du pétrole, du gaz naturel et des ressources dont l'Asie a de plus en plus besoin. Les utilities japonaises et coréennes signent déjà des contrats à long terme avec des terminaux canadiens. Ils ne font pas ça par hasard, ils font ça parce qu'ils estiment que le golfe Persique restera instable encore longtemps. Et cette instabilité, ils la chiffrent en dollars par baril, en contrats à terme, en stratégie d'approvisionnement. Si tu investis dans l'énergie, dans les matières premières, dans les devises, ou même si tu as simplement un crédit immobilier à taux variable, tout ça te concerne directement. Laisse un commentaire si tu veux qu'on fasse un épisode complet sur comment positionner ton portefeuille dans ce contexte. Maintenant, soyons honnêtes. Est-ce que le 25e amendement va être activé ? Est-ce que Vance et le cabinet vont signer une déclaration pour transférer le pouvoir ? Non. Pratiquement personne à Washington ne croit que ça va arriver à court terme. Ce cabinet a été construit précisément pour éviter ce genre de résistance institutionnelle. Le vice-président lui-même s'est positionné comme un amplificateur de la volonté présidentielle, pas comme un contre-pouvoir. Mais voilà ce que Brennan fait vraiment. Et c'est là que c'est subtil et brillant à la fois. Il crée un document historique. Il inscrit dans le registre public, au moment où les décisions se prennent, que des personnes ayant l'autorité institutionnelle pour le faire ont considéré que les conditions d'un mécanisme d'exception étaient réunies. Ce n'est pas anodin. Dans les démocraties, les crises majeures se construisent rarement en un seul choc. Elles se construisent couche par couche. Chaque couche est un record. Chaque record devient une référence pour la suivante. Et pour les marchés, cette couche-là est très significative. Parce qu'elle dit une chose simple. L'incertitude autour de la prise de décision américaine n'est plus une spéculation de journalistes. Elle est certifiée par ceux qui savent. Il y a 3 scénarios devant nous. Dans le premier, ce document fait du bruit 2 ou 3 semaines, puis disparaît. La guerre continue, le pétrole reste cher, les alliances résistent, tant bien que mal. Dans le deuxième, d'autres voix rejoignent Brennan, d'anciens militaires, peut-être des sénateurs républicains qui commencent à parler en public de ce qu'ils disent en privé. Pas d'invocation du 25e, mais une résistance institutionnelle qui ralentit les décisions les plus dangereuses. Dans le troisième, un événement extérieur, une escalade majeure, un incident naval, des pertes massives, transforme ce signal d'alarme en véritable crise constitutionnelle. Et là, les marchés ne réagissent plus en heures, ils réagissent en secondes. Quel scénario te semble le plus probable ? Dis-le moi en commentaire, parce que la réponse à cette question devrait guider tes décisions financières des prochains mois. Voilà ce qu'il faut retenir de tout ça. On est au jour 50 d'une guerre qui avait commencé comme une opération chirurgicale et qui ressemble maintenant à quelque chose de bien plus ouvert, bien plus imprévisible. Le pétrole est bloqué. Les alliances sont fissurées. Et pour la première fois depuis des décennies, des hommes qui ont consacré leur vie entière à maintenir la machine de décision américaine dans les rails disent publiquement qu'elle déraille. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas de la politique, c'est de la gestion du risque. Et la gestion du risque, c'est exactement ce dont tu as besoin pour protéger ce que tu as construit. Parce que pendant que tout le monde regarde les titres sans comprendre les mécanismes, toi, tu peux commencer à voir les connexions entre une déclaration à Washington et le prix de l'essence, entre un blocus naval et ton taux d'intérêt, entre une crise constitutionnelle américaine et la valeur de ton épargne. C'est ça, la vraie éducation financière. Pas les formules magiques pour devenir riche en 30 jours, mais comprendre comment le monde fonctionne vraiment avant que les conséquences t'arrivent dessus sans prévenir. Abonne-toi maintenant.
Parce que dans les prochaines semaines, cette histoire va évoluer vite. Et les gens qui comprennent ce qui se passe en temps réel ne sont pas ceux qui regardent les nouvelles une fois par semaine. Ce sont ceux qui suivent les mécanismes, pas seulement les événements. Active la cloche. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux protéger financièrement. Et laisse-moi en commentaire ce qui te préoccupe le plus dans tout ça. Le prix du pétrole, la stabilité du dollar, les taux d'intérêt ou autre chose. On se retrouve très bientôt pour la suite. Abonne-toi pour ne rater aucune analyse. Les prochaines semaines vont bouger vite. Like si tu veux qu'on fasse un épisode complet sur comment protéger ton portefeuille dans cette période. Dis-moi en commentaire, quel scénario te semble le plus probable? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus financièrement en ce moment?